Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment lancer une attaque de mat quand l'adversaire nous fait un fianchetto du côté roi. Alors commençons par une définition simple. Qu'est-ce qu'un fianchetto? Ça vient de l'italien petit côté et donc c'est un placement de fou. On va le voir dans cette partie. D4 G6 prépare le fianchetto. E4 fou G7 place le fou noir en fianchetto sur ce petit côté. Et donc, contrairement à un cavalier qui est une pièce à courte portée, donc le cavalier, si on le place vers le côté, il contrôle que des cases latérales. Mais le fou, quand on le met sur ce petit côté, quand on le met en fianchetto, il a une influence potentiellement jusqu'à l'autre bout de l'échiquier et en particulier sur les cases centrales E5 et D4. Donc c'est pas du tout un concept, pas du tout un développement qui néglige le centre, bien au contraire, ça privilégie le contrôle du centre à son occupation. C'est un concept assez moderne dans l'histoire des échecs. Alors quels sont les avantages et les inconvénients à placer un fou en fianchetto comparé à une case plus naturelle pour nous en C5 ou en B4 par exemple? Alors déjà, petit problème, ça coûte deux coups, hein. Quand on joue le 5, qui est un coup utile de manière générale, on va pouvoir jouer le fou en un seul coup en C5, alors que là, on joue deux coups uniquement pour développer le fou, donc c'est un peu plus lent. Et un deuxième problème, c'est que quand on va faire le petit roc, on aura bougé un des pions du roc. Alors après, il y a quand même un désavantage, c'est que ce fou donc a une action magnifique jusqu'à l'autre bout de l'échiquier et sur les cases centrales. Et certes, on a bougé un des pions du roc, le pion G, donc ça affaiblit notamment la case H6 en particulier, mais aussi ça donne un point d'ancrage pour que les pions blancs puissent ouvrir des colonnes. Mais le fou G7 remplit pas seulement un rôle central et un rôle offensif vers l'autre côté de l'échiquier, il remplit également un rôle défensif. On voit que les cases H6 et F6 qui ont été affaiblies par la poussée G6 sont parfaitement défendues pour l'instant par le fou G7. Et donc bref, il y a deux grands systèmes d'attaque contre un fianchetto. On va avoir deux parties sur chacun de ces deux grands systèmes. Le premier système, c'est le plus naturel peut-être, le plus fréquent en tout cas. C'est celui qui consiste à jouer fou E3, dame D2, à préparer l'échange de ce fou G7. J'ai expliqué que c'est un excellent défenseur du roc, mais si les blancs arrivent à échanger ce fou G7, attention, on se retrouverait dans une situation où les noirs auraient roqué et joué un des pions du roc, et on sait que c'est pas bien, on essaye autant que faire se peut de conserver les trois pions du roc sur la case de départ. Et donc là, en cas d'échange, il n'y aurait plus aucun avantage à avoir ce fou donc, et il y aurait tous les désavantages à avoir bougé le pion. Donc fou 3 dame D2 prépare l'échange, et on va compléter cette attaque par l'ouverture de la colonne H en jouant H4, H5. C'était Bobby Fischer qui avait résumé le mieux ce plan. Tu ouvres la colonne H, tu échanges en G6, tu sacrifies et tu fais échec et mat. Donc on va voir une première partie dans cette défense moderne, G6 x G7 dans les deux premiers coups, jouée par le très fort grand maître anglais, la légende Michael Adams, face à un amateur, David Robinson. Cavalier C3, D6, fou E3, cavalier F6. Alors maintenant on essaye même de commencer le contre-jeu par C6 ou par A6 en gardant le cavalier en G8. C'est pour ça que cette défense moderne, je ne la conseille pas aux amateurs, aux amatrices, parce que c'est trop bizarre de ne pas vouloir sortir le cavalier, mais on va comprendre quel est le problème de sortir ce cavalier. C'est un coup de développement certes, mais ça affaiblit la case H6, et donc ça va permettre fou H6. Donc ici, dame D2 tout de suite, certains joueurs préfèrent commencer par F3, qui est de toute manière un coup utile, ça évite cavalier G4, mais après dame D2, cavalier G4 n'est pas une vraie bonne idée. Ici on jouerait fou G5, on menace F3. Si le cavalier repart en F6, alors peut-être que le fou G5 était inutile, mais comme le coup F3, lui, il est utile, les noirs ont perdu deux temps, les blancs ont perdu un seul temps, donc in fine, ils ont gagné un temps. Donc ici, par roc, hein, parce que roc F3, cavalier F6, et grosso modo, on va avoir un temps net de plus sur la partie. Et donc H6, c'est la justification, mais après fou H4, attention, il y a des blancs de H3, puis chasse le cavalier, puis F4. Et donc, si on fait G5, fou G3, autant ces coups sont souvent joués pour forcer le fou à venir en G3 quand les noirs
peuvent venir le capturer et s'emparer de la paire de fous par cavalier H5. Là, avec le cavalier en G4, il n'y a aucune justification et c'est très affaiblissant. Les blancs, eux, vont faire grand roc et vont ouvrir par H4 ou par F4. Donc, on peut tout à fait commencer par l'un des deux, comme l'a fait Mickey Adams. Il y a eu C6. Le plus joué maintenant, c'est non pas C6 pour jouer le contre-jeu par B5, etc., comme on va voir, mais A6. Toute l'idée, c'est de faire B5 quand même, mais de se réserver la possibilité de jouer C5, C7, C5 en un seul coup. Donc c'est un peu plus précis, mais là encore, on est vraiment sur des concepts très modernes dans l'histoire des échecs. C6 donc a été joué. On peut commencer par grand roc, c'est tout à fait possible. On peut commencer par F3. Mickey a commencé par fou H6 et là, petit roc des noirs, c'est déjà une imprécision qui les met dans le mal. Donc là encore, on voit à quel point c'est difficile de jouer cette ouverture, parce que ça paraît assez naturel de roquer. Hein, prendre en H6, c'est le meilleur coup, mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître perturbant d'autoriser la dame à venir en H6. On voit mal comment les noirs vont pouvoir roquer. Dame G7, ça peut venir, donc ça peut faire peur, mais en fait, là, les noirs vont trouver du contre-jeu assez rapidement par un coup comme Dame A5 ou par E5. Les deux sont possibles. Dame A5 menace, cavalier prend 4. Sur Dame G7, c'est plutôt une perte de temps, hein, parce qu'on fait tour G8, il n'y a pas de pion en prise, et après Dame H6, il y aurait cavalier prend 4. Donc ça ne va pas pour les blancs. Et après Dame A5, on va plutôt protéger notre pion, soit par un coup de développement comme fou D3, soit en se déclouant et en ramenant la dame en D2, soit en faisant grand roc, mais ça peut autoriser du contre-jeu à base de P5. Donc il fallait absolument prendre H6. Les noirs à la place ont roqué. Donc ici, on peut commencer par H4. Mickey lui a préféré faire le grand roc, c'est peut-être aussi le coup que je préfère, mais H4 est très bon. Ici, on peut, alors c'est très dangereux, mais on peut encore attirer la dame. C'est la même stratégie d'attirer la dame loin du centre pour contrer l'attaque à l'aile par une réaction au centre, de manière un peu plus classique. Et donc là, les blancs ne peuvent pas tout envoyer. Si on tente H5, ça paraît très dangereux, mais les noirs prennent en D4. Et si on prend G6, ils prennent en C3. Et on se rend compte qu'on n'a pas d'échec et mat. Aussi dangereux, l'attaque paraît-elle, elle n'est pas décisive. En attendant, on a perdu un pion et une pièce. Et ben, c'est juste chaud. Donc là, on manque de munitions. Donc, quitte à devoir roquer un jour, autant le faire tout de suite. Et donc, rock est un excellent coup. Dame à 5 pour trouver du contre-jeu a donc été joué. On peut commencer par H4. Mais ici, ça autoriserait la prise en H6. Et là, attention, H5 menace vraiment. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, le contre-jeu qui a commencé par E5, point D4, idée de prendre C3, etc. Et donc là, on peut chasser la dame de sa position active et potentiellement essayer de bloquer, tant bien que mal, l'attaque blanche par H7, H5. Et c'est pas si clair. Donc Mickey a préféré jouer F3. Il y a eu B5, assez typique, menace B4, attaque le cavalier, suivi de dame prend 2 et les noirs ont du jeu. Donc là, il y a une magnifique suite de coups. Je me rappelle, la première fois que j'avais vu ça, j'étais assez émerveillée parce que tous les coups s'enchaînent parfaitement. On joue le prophylactique roi B1, on ne peut plus fréquent dans toutes les positions où on fait grand roc. On a besoin de ce roi B1 pour bien protéger les trois pions, ne pas non plus se prendre d'attaque sur cette diagonale potentielle, mais là c'est vraiment pour protéger A2. B4 chasse le cavalier vient en E2. Fou E6 menace échec puis mat, mais le cavalier vient en C1, donc c'est cette séquence de coups que j'aime beaucoup. Roi B1, cavalier E2, cavalier C1, et là c'est extraordinaire pour les blancs. La position est maintenant totalement gagnante parce que uniquement avec un cavalier et trois pions, on établit une défense impénétrable à l'aile dame et de l'autre côté, on va délivrer l'échec et mat à base de H4, H5 comme on va le voir. Donc la dame en A5 a fait son job. Maintenant, les noirs l'ont replacé en B6 pour laisser la place au pion. Donc roc opposé, c'est souvent une course, mais là c'est les blancs qui sont plus rapides et notamment parce que le pion G des noirs est avancé en G6. Donc quand les noirs vont faire A4,
A5, A4 plutôt, il n'y aura toujours pas de menace. Si le pion blanc avait été avancé en B3, oui, la A5, A4, force ouverture de la colonne tout de suite. Mais là, c'est trop lent. Avec le pion encore en B2. Donc les blancs ont fait H4, il y a eu A5, H5, et là c'est l'horreur. Donc sur cavalier prend H5, top tactique, il y a un coup typique vraiment à connaître. Ça, je l'ai placé plein de fois quand j'étais gamine. Tour prend H5, abandon, parce que sur G prend H5, dame G5, et on fait échec et mat au prochain coup. Donc, si les noirs laissent faire, ben, on joue à 4. Donc, fou prend G7, on commence par échanger, roi prend G7, on prend en G6. Alors sur H prend G6, c'est dame H6 échec, roi G8 et dame H8 échec et mat, triomphe de la stratégie des blancs d'avoir échangé le fou de case noir, ouvert la colonne H en jouant H4, H5, H prend G6 et délivré l'échec et mat. Parce que comme on voit, une fois qu'il n'y a plus de fou G7 pour défendre les cases noires, c'est horrible d'avoir un roc affaibli. Donc F prend G6 résiste un peu plus, mais pas beaucoup plus non plus. On fait un premier échec, roi G8. Donc là, c'est le cavalier F6 qui tient toute la défense, mais il suffit de l'attaquer pour gagner la partie. On joue E5, surprise, on reprend. Le cavalier est attaqué, il ne peut pas jouer, sinon c'est mat. Les noirs peuvent abandonner. Donc, dans cette position, le pauvre David Robinson a pris un H6, dame prend H6, je prends un 5 maintenant. Donc là, on peut jouer 5, attaquer le cavalier qui défend contre tour prend H5, celui du mat, c'est un coup gagnant. Mais Mickey a préféré se développer, cavalier E2, c'est tout aussi fort. Cavalier D7, cavalier F4, de toute manière, les noirs n'ont aucun contre-jeu. Le cavalier arrive en attaque, A4, cavalier prend H5, menace mat en G7, cavalier prend H5, tour prend H5, abandon, parce qu'on menace mat en H7, et sur cavalier F6, c'est mat en deux coups. Tour G5 échec, roi H8 et dame G7 échec et mat à la place du fou du fianchetto. Donc une première partie qui illustre parfaitement cette stratégie qui est vraiment à maîtriser. C'est la stratégie la plus basique, celle que Xavier Parmentier, feu l'entraîneur français Xavier Parmentier, appelé l'attaque ouvre-boîte. H4, H5, H prend G6, échange du fou de case noire et mat sur la colonne H comme là. Bref, on va passer à la deuxième partie, mais juste avant, j'ai une annonce à vous faire. Alors, je vais passer en mode comme ça. J'organise un stage, mon premier stage les 8 et 9 juillet, enfin mon premier stage toute seule sans passer par un club à Paris les 8 et 9 juillet. C'est juste avant le championnat de Paris, justement. Au programme de la tactique, des ouvertures, de la stratégie et des finales. Donc c'est vraiment un menu complet que je vous ai concocté. Le samedi soir, en plus, il y aura un apéro à déguster tout en blitzant et ça sera vraiment dans une salle magnifique en plein 9e arrondissement de Paris, juste à côté de la gare Saint-Lazare. C'est très difficile d'avoir une salle à Paris, mais je remercie grandement ceux qui me la prêtent. Je vous en dirai plus si vous me contactez. Donc pour tout renseignement et pour les inscriptions, contact at yoshachess.com. Et vraiment, ça sera bien. J'ai limité les places à 10 inscrits, 10 inscrites pour pas qu'on soit trop, pour que chacune puisse profiter au maximum de ce stage. Hein, ça sera 2h30 le matin, 10h, midi et demi. 14h, 18h l'après-midi. On pourra manger sur place ou si vous voulez vous dégourdir la jambe et manger à côté, c'est tout à fait possible. Le samedi soir, donc un apéro, c'est probable qu'il y ait un ou deux invités prestigieux, mais je vous en dis pas plus. Et donc voilà, j'espère que ce stage va se remplir. Et cela dit, cette pause réclame étant faite, on va passer à l'analyse de la deuxième partie. Donc je repasse en mode analyse, voilà. C'est une partie, mes parties préférées, même si je suis du mauvais côté. C'est une défaite de ma part, mais une défaite qui m'a fait du bien aussi.
C'était il y a bien longtemps, en 2009, j'avais déjà un meilleur elo que je n'ai maintenant. Et j'affronte une des toutes meilleures joueuses du monde, Ina Gaponenko, qui se trouve être maintenant ma coéquipière dans l'équipe de top 12 féminin à Agnières. Cette joueuse ukrainienne, brillante joueuse, elle me joue E4, gilet noir, mais là on se met du côté des blancs. Je joue C5, cavalier F3, D6, D4, une sicilienne ouverte, cavalier F6, cavalier C3, et donc la fameuse variante du dragon. Face à laquelle les blancs peuvent adopter la même stratégie qu'on a vue là contre la défense moderne, qu'on appelle l'attaque yougoslave, que certains appellent de référence biblique l'attaque Saint-Georges, hein, qui terrasse le dragon, donc fou E3, fou G7 et F3. L'idée des blancs, c'est clair, dame D2, grand roc, H4, H5, H prend G6, fou H6, etc. Échec et mat. Le fou pourra rester en F1 ou venir en C4. Ça peut prendre un peu plus de temps parce que de C4, il devra aller en B3 pour être bien en sécurité. Ça prend de temps, mais le fou va également contribuer à l'attaque. Bref, j'ai joué cavalier C6. Fou C4, justement, c'est un des coups, mais c'est pas le seul, hein. On peut jouer Dame D2 d'abord, et sur Petit Roc, on peut jouer Fou C4, ça transpose. On peut jouer Grand Roc, c'est un grand coup. On peut jouer G4 également. Et bref, Fou C4, j'ai roqué, Fou B3, Fou D7, H4. Et donc là, un coup qui était considéré comme jouable avant cette partie, parce que cette partie, c'est vraiment une partie de référence, hein. Elle était à la pointe de la théorie. Ina Gaponenko. Mais donc, avant cette partie, le coup dame 5 était considéré comme jouable. C'était notamment, il y avait des vieux livres comme Winning with the Dragon de l'anglais Chris Ward qui recommandait ce coup. Mais maintenant, c'est considéré comme déjà perdant ou en tout cas très très mauvais pour les noirs. Et donc, il faut jouer la manière la plus conventionnelle, celle qu'avait joué Garry Kasparov en 95 dans son match de championnat du monde contre Vichy Island, dans laquelle il avait utilisé avec succès la Sicilian Dragon. Donc jouer H5, Dame D2 et Tour C8 avec le même plan cavalier E5, cavalier C4 qu'on va voir dans la partie. Et donc la Dame encore en D8 et cette tour A qui vient en C8. Donc moi j'ai joué à la place Dame A5, Dame D2, Tour FC8. C'est l'idée. Donc la tour A peut avoir un rôle à remplir en B8 et il y a aussi pas mal de variantes où on est content d'avoir la case F8 libre pour nos pièces, notamment parfois même le roi après un cavalier D5, un échange en D2. Si le roi blanc est en B1, ça ne fait pas échec et on est content parfois qu'après cavalier prend E7, échec, on puisse aller en F8. Bon là je me rends compte c'est pas clair du tout avec cette position, mais je vous promets qu'il y a des variantes où on est très content d'avoir la case F8 libre pour notre roi. Bref, elle a roqué, j'ai joué cavalier E5, c'est l'idée, je veux échanger un des fous, mon cavalier contre un des fous, donc si possible le fou de case noire, hein, parce que si j'arrive à échanger ce fou, ensuite avec le fou en G7, toujours pour défendre le roc, bah, je ne vais jamais me faire mater. Donc les blancs ont besoin de conserver ce fou. À noter que H5 tout de suite peut faire peur, mais c'est mauvais. Ici, j'aurais pris, non pas avec le pion, mais avec le cavalier. C'est un G4, cavalier F6. C'est assez typique de sacrifier un pion pour ouvrir la colonne H. Et puis on a gagné du temps avec les blancs, donc ça a l'air très dangereux. Mais en 4 fois H6, l'attaque blanche fait peur. Mais là, un peu comme tout à l'heure, les noirs peuvent attirer la dame blanche loin du centre et de l'aile dame. Et ici, les noirs seraient totalement foutus s'ils n'avaient pas le meilleur coup. Mais c'est le coup le plus typique de la sicilienne et a fortiori de la sicilienne dragon. C'est le fameux sacrifice de qualité en C3. Tour prend C3, B prend C3, Dame prend C3 avec une initiative gagnante pour les noirs. La menace est déjà terrible, c'est Dame 1 échec, Force roi D2, suivi de Dame prend D4 avec échec. Donc les blancs doivent perdre un temps à jouer roi B1. Ici, on fait tour C8, cavalier C4 est à suivre. Fou prend C4 sera forcé, tour prend C4 et les noirs ont bien plus d'attaque, une attaque bien plus rapide que les blancs. À noter que c'est très important sur G5, on joue cavalier H5
Et donc, soit les blancs jouent avec une dame de moins, parce que maintenant la dame est enfermée en H6, soit ils tentent un tour pour H5, mais c'est un tour pour H5 totalement désespéré, parce qu'après je prends H5, il n'y a plus de munitions, et les noirs, eux, ont toujours de l'attaque. Bref, H5 est mauvais, mais Ina connaissait très bien son affaire, elle a joué roi B1, précis. Donc, comme tout à l'heure, quand on fait grand roc, dans, allez, plus de 80% du temps, on fait roi B1 ensuite. Cavalier C4, fou prend C4, tour prend C4. H5 est toujours trop précoce parce que même réponse que tout à l'heure, on sacrifie la qualité. Alors cette fois-ci, c'est plus positionnel parce que là, les blancs peuvent et doivent jouer dame prend C3 pour forcer l'échange des dames, hein, quitte à devoir reprendre du pion B, avoir le roc détruit, autant avoir les dames échangées. Mais ici, les noirs ont le temps de s'emparer du pion H5. C'est une finale. Les blancs ont une qualité de plus, mais paire de fou pour les noirs. Déjà, un pion pour la qualité, donc la différence matérielle est vraiment minime. C'est le plus petit avantage matériel qui soit. Et regardez la structure de pion des blancs à l'aile dame. Elle fait vraiment pas envie. Donc ça, c'est des finales qu'on considère comme égales, voire petit avantage noir. Mais donc là encore, Ina connaissait son affaire. Elle a joué cavalier B3. Ici, je m'étais rappelé parce que j'avais vu en direct une très vieille partie jouée par un très jeune Maxime Vachier-Lagrave en 2002 face à quelqu'un qui est devenu entraîneur, Alban Delorme. Et Maxime a joué le très mauvais Dame 5. Alors Maxime qui était déjà 2382 à l'époque, il a joué le très mauvais Dame 5 qui est en fait juste un piège. Ici, les blancs peuvent se dire, eh mais F4, c'est génial, ça attaque la dame, elle doit rejouer sur une mauvaise case. Sauf que là, les noirs gagnent par un sacrifice qui n'est pas si typique. Mais donc, pas tour prend C3, mais dame prend C3. Sacrifice de dame, incroyable. B prend C3 est forcé. Cavalier prend 4, attaque la dame qui doit rejouer. Et sur dame 1, on prend en C3. Cette position est gagnante pour les noirs qui n'ont pourtant qu'une seule pièce pour la dame. Mais juste l'attaque est trop forte. Par exemple, après roi C1, on prend un 2. Et ici, non, non, on ne va pas répéter. On joue tour C8 et on joue pour le gain. Parce que toutes les pièces noires sont magnifiquement coordonnées et les pièces blanches sont au bois. Le roi blanc est hyper mal et donc cette position est gagnante. Donc dame 5, c'était tentant pour un jeune Maxime Vachier-Lagrave de placer sur F4, dame prend C3. Mais son adversaire n'est pas tombé dans le piège. Il a joué tour 1 et la position noire est juste désespérée. La dame reste très mal placée. Donc, j'ai amélioré le jeu de Maxime en jouant Dame C7, mais encore, Ina connaissait parfaitement. Elle n'a pas joué H5, parce que toujours la même chose, je donne la qualité. Sur B prend C3, le roi blanc est plus en danger que le roi noir. Sur Dame prend C3, j'échange les dames. Et comme toujours dans ces finales, quand les noirs ont un pion en échange de la qualité, ils sont bien. Donc pas H5 tout de suite, mais G4. Euh, avec une menace très concrète. Donc là, par exemple, on peut se dire, avec les noirs, on triple sur la colonne C et on va finir par avoir du jeu. Mais là, les blancs gagnent par une manœuvre typique du dragon. C'est le petit E5, ouvre la colonne D et après D prend E5. Les blancs gagnent une pièce par G5. C'était une des idées de G4, l'autre idée étant de jouer H5 bien évidemment, mais une des idées de G4, de faire G5 dans cette position, et si le cavalier bouge, le fou D7 tombe. Donc ça, je ne suis pas tombée dans ce piège, j'ai joué fou E6, mais du coup, ça perd un temps dans l'attaque, même si le fou est un peu mieux placé, c'était pas forcément le coup le plus punchy dans la position. H5, tour C8 maintenant, H prend G6, donc là, toujours un dilemme pour les noirs. Est-ce qu'on joue H prend G6 le coup le plus positionnel, comme ça on aura des finales tout à fait jouables, mais la colonne H s'ouvre très dangereusement. Ou est-ce qu'on joue F'-G6, mais maintenant on a une structure poubelle avec 3 îlots de pions. Donc j'ai finalement rejeté F'-G6 parce que je n'aimais pas la position après fou D4 qui non seulement surprotège le cavalier C3 et donc empêche tous les tours prend C3, mais en plus contrecarre l'action du fou G7 et se prépare même à l'échanger. Parfois il y aura du G5 suivi de fou prend G7. Et donc la position noire est vraiment désespérée ici.
Mais c'était quand même le moindre mal parce que après H prend G6 que j'ai joué, Ina a joué fou H6. Donc, comme d'habitude, je ne peux pas laisser échanger les fous. Hein, si je fais fou prend H6, dame prend H6, bah, c'est mat au coup d'après en H8. Donc, j'ai joué évidemment fou H8. C'est aussi une des idées d'avoir joué tour F C8 tout à l'heure. Hein, fou H6 ne donne pas la qualité. Fou H8 ne donne pas la qualité, pardon. Et donc, ici, Ina Gaponenko m'a joué un gain que j'avais déjà vu, je sais, mais je n'y avais pas pensé en jouant H G6, sinon j'aurais joué F G6. Et si vous voulez le chercher, faites pause, allez-y, c'est très joli. Elle m'a joué le brillant fou F8. Alors j'ai pas mis les points d'exclamation, désolé, hein, mais ça en mérite 2, voire 3, parce que le fou est doublement en prise. Euh, mais ça gagne dans toutes les variantes. Alors, à noter que les blancs ont une menace concrète, par exemple sur tour prend C3, on fait mat en 2 par tour prend H8, roi prend H8, dame H, en 3 coups du coup, dame H6 échec, suivi de dame G7, que ce soit sur cavalier H7 ou roi G8. Donc il y a cette menace apparaît. Si on prend le fou comme ça, bah, c'est juste tour prend H8 échec. On a donc roi G7, c'est dame H6 mat, sur cavalier G8, c'est dame H6 échec, roi 8, tour prend G8 échec, et les blancs ont gagné une pièce et ont toujours l'attaque. Donc ça perd. Sur tour prend F8, c'est encore très joli, c'est tour prend H8. Là, il faut donner la qualité, on a donné un fou, on donne la qualité pour échanger, enfin, pour capturer ce fou du fianchetto. Donc les blancs ont une tournette de moins, mais l'attaque est décisive. Dame H6 échec, roi G8, tour H1 menace mat, et sur cavalier H5, j'ai pris H5. Si les noirs avaient eu du contre-jeu, bah, peut-être que ça irait, mais là il n'y a aucun contre-jeu, et donc ça va être mat en quelques coups. Donc calculant tout ça, j'ai joué le seul coup pour résister un tant soit peu, cavalier H5, pour garder encore un peu ce fou H8. Elle a pris en H5, j'ai pris en F8, elle a pris en G6, menace, tour prend H8, donc j'ai dû prendre en C3, désolé, adieu petit fou, deux cases noires, mais prend C3, courage fillon, roi E8, mais bon c'est un pion de plus pour les blancs et il est en G6, il s'apprête à faire dame, E5 encore plus fort que de prendre un F7, elle veut vraiment me mater, et on la comprend, tour prend C3, pion prend D6, E prend D6, tour H8, donc, petit échange. Et finalement, G7 menace dame, F6 seul coup. Et la transposition en finale. Donc, j'ai réussi à pas me faire mater, mais à quel prix? Un prix de la partie, tout simplement. Un point D6, tour point D6. Fou G8. C'est deux options de plus, mais c'est surtout la dame, parce qu'après tour F8, fou H7. On fait même pas dame tout de suite. Non, non, non. Tour H8, bien plus fort. On va prendre le fou et faire dame quand ça rapportera réellement une dame. Donc voilà, une partie magnifique à Dina Gaponenko. Malheureusement, j'étais du mauvais côté, mais bah, c'est une des plus belles parties de ma carrière. Moi, j'ai rarement gagné comme ça et bon, rarement perdu aussi. Mais donc voilà, partie modèle sur cette fameuse attaque yougoslave, l'attaque Saint-Georges contre la Sicilienne Dragon. Donc toujours le même plan. Fou E3, Dame D2, H4, H5, H prend G6, on échange les fous de case noire et on mate. Bref, on va voir un nouveau plan. C'est le plan des attaques du Grand Prix, c'est le plan aussi des Hollandaises, c'est le plan des Siciliennes fermées, c'est tous les plans à base de F4. Alors on va voir une première attaque du Grand Prix, E4, C5, LC3, cavalier C6, F4 maintenant, D6, cavalier F3, G6 et la variante avec fou C4. C'est la variante de beaucoup de joueurs de club, joueurs et joueuses de club. D'ailleurs, les Grands Prix, c'était une série de tournois en Grande-Bretagne dans laquelle le Grand Prix, l'attaque du Grand Prix faisait fureur et rapportait à ces joueurs, à ces aficionados, beaucoup de victoires. Fou G7, Roc, E6. Alors, le plan des blancs, grosso modo, c'est non pas de jouer avec H4, H5, mais de jouer avec F4, F5. C'est toujours basé sur la présence du pion G6. Donc, c'est plus une attaque de pièces. On va jouer D3, Dame E1, F5, Dame H4,
fou H6, cavalier G5. On va ouvrir non pas la colonne H, mais la colonne F par F prend G6. Et on aura beaucoup de monde en attaque avec un fou H6, une dame en H4, un cavalier en G5, la tour F1 sur la colonne ouverte et le fou C4 qui contribue à l'attaque. Donc par exemple, cavalier F6 est considéré comme dangereux. Alors en fait, c'est pas douteux du point de vue de l'ordi, hein, mais c'est dangereux parce qu'après après D3, roc dame E1, bon, on va jouer dame H4 et il n'y a pas de pièces noires pour empêcher F4, F5. Donc ça peut vraiment aller très vite, hein. Maintenant, F5, fou H6, je remonte ce plan, cavalier G5. Ensuite, ouverture de la colonne F. Et il y a souvent déjà un gain à base de tour prend F6 ou autre. Donc le plus souvent, contre l'attaque du Grand Prix, on joue avec E6 et cavalier E7 pour essayer de résister à l'avancée F4, F5. Les blancs ont joué D3. Oui, donc c'est une partie entre deux joueurs que je connaissais pas. Donc a priori, pas des grands maîtres en tout cas. Cavalier E7, dame E1, roc. Et donc malgré la surprotection de la case F5 par les noirs, les blancs ont joué F5 malgré tout. Et c'est chaud parce qu'on voit les pièces blanches débarquer à l'aile roi. Avec les noirs, on ne sait pas très bien comment réagir. À l'aile dame, il n'y a pas de contre-jeu. Prendre le pion F5, c'est très dangereux. Alors dans la partie E prend F5, on verra que c'est pas très bon. G prend F5, l'ordi aime bien, mais humainement, c'est terrifiant de jouer comme ça. Alors là, avec les blancs, on va donner un pion, on va pas... de toute façon, on donne un pion, hein, les noirs le prennent, qu'on prenne ou pas en F5, mais on va laisser plutôt les noirs prendre en E4. Parce qu'en cas de prise en F5, déjà, il y a cavalier prend F5 qui est dangereux, mais en plus, les noirs peuvent gagner un temps par D5, mais juste cavalier prend F5. Et on n'a pas vraiment d'attaque, parce qu'on n'a plus dame H4, on n'aura pas fou H6, donc c'est pas simple. Mais donc ici, le coup qui fait peur, c'est dame H4, et sur prise en E4, on reprend du pion justement pour contrôler cette case F5, et donc autant l'ordinateur arrive à résister à l'attaque, autant humainement, c'est assez terrifiant de se débarrasser de son pion G. À la place de G prend F5, qui est vraiment un coup d'ordinateur, le coup le plus humain, c'est de réagir au centre par D5. Et donc, après fou B3, prise en E4, prise en E4. Sur E prend F5 maintenant, une variante supplémentaire que les noirs ont grâce à D5, fou B3, D prend 4, D prend E4 avant de prendre un F5. Comparé à la partie, c'est sur dame H4, on peut prendre un E4. Sur cavalier G5, ça a l'air terrifiant parce que regardez comment toutes les pièces blanches sont coordonnées en attaque. Et évidemment, la menace de mat en H7. Mais là, c'est match nul de manière forcée, voire même petit avantage noir en fin de variante. Sur H6, on prend F7. Ça a l'air très fort. Mais donc là, grâce à D5 et D.4 et l'ouverture de la colonne D, les noirs s'en sortent par le coup forcé dame D4 échec, roi H1, C4 bloque le fou. Donc là, c'est hyper chaud. Je vous montre juste une variante. Alors, je crois que c'est une nouveauté, hein, donc personne ne l'a joué parce qu'on comprend à quel point c'est dangereux de part et d'autre. Prise en H6, fou prend H6, fou prend H6, tour prend F1, tour prend F1, tous les coups sont forcés. Les blancs menacent à nouveau mat enfin gros échec, puis mat par tour F8. Donc cavalier F5, dame G5 menace prise en G6, roi H7, seul coup pour pas être perdant. Tour D1 attaque la dame, mais les noirs ont déjà beaucoup de pièces, donc dame prend D1, sacrifice de dame, cavalier prend D1, C prend B3. Et la position n'est pas claire du tout. L'ordinateur donne évidemment son évaluation préférée, 0, 0, 0. Le fou H6 est en l'air, mais les noirs menacent B prend C2 et B prend A2 en plus. Donc là, l'ordi prend B3, cavalier prend H6, et ensuite, dans cette position dans laquelle les blancs ont dame contre tour, fou et cavalier, enfin dame et pion contre tour, fou et cavalier, l'ordi affiche toujours son 0, 0, 0 uniquement parce que les pièces noires ne sont pas coordonnées. Mais attention, si elles se coordonnent bien, les noirs pourraient être gagnants. Donc bref, on comprend là encore pourquoi c'est très dangereux pour les noirs, hein, puisque D5, il faut connaître toute la variante pour le jouer.
Donc à la place, les noirs ont joué pion prend F5 tout de suite, et donc dame H4, même réaction, évidemment, on ne prend surtout pas en F5, parce que là, fou prend F5 ou cavalier prend F5, et les pièces noires arrivent en défense. Donc on joue dame H4 pour mettre la dame en attaque, surprise en E4 maintenant. Grosse différence, la colonne D est bouchée, c'est la même position que tout à l'heure avec les pions D6 et D3 en plus. Et donc cavalier G5 gagne cette fois-ci, on menace mat, on menace de prendre un F7 sur H6 cavalier prend F7, il n'y a pas de dame D4 échec suivi de C4 comme tout à l'heure, et donc c'est abandon. Donc après dame H4, les noirs ont joué H5, donc évidemment ça empêche fou H6, etc. Mais la position reste perdante. Alors il y a un seul bon coup quand même, c'est fou G5, cloue le cavalier E7 et menace cavalier D5. Donc c'est une énorme poubelle. Les noirs là ont joué un mauvais coup, mais la position est perdante. Dans une mauvaise position, il n'y a pas de bon coup. Ils ont joué roi H7, cavalier D5, menace de prendre en E7. Sur tour E8, on peut tout simplement jouer cavalier F6, s'emparer du fou de case noire, et donc l'attaque va être décisive maintenant que le fou du fianchetto a été échangé. Donc là, ils ont tenté F6, mais il y a eu prise dans F6, fou prend. Sur tour prend, il y avait dame prend, donc il y a eu encore dame E8, cavalier G5, roi H6. Donc là, tous les coups gagnent évidemment parce que les blancs ont l'attaque et l'avantage matériel, mais le gain le plus rapide, c'est dame F4, menace une découverte, le roi noir est coincé, c'est horrible, il y a eu tour prend F6 et cavalier F7, abandon parce que sur roi G7 ou roi H7, c'est dame H8, roi G8 forcé, dame H8, échec et mat. Donc, une partie typique de l'attaque du Grand Prix. Et enfin, dernière partie, haute version de l'attaque du Grand Prix. Une partie, cette fois-ci, entre deux très forts grands maîtres, l'anglais Luke McShane et le bulgare Ivan Cheparinov, qui peut-être a changé de pays, mais je ne suis pas certaine. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, je vais l'appeler quand même le bulgare Ivan Cheparinov. Et désolé si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. Cavalier C6, F4. Et donc, c'est la même idée, mais le fou ne sera pas en C4, mais va venir en E2. Alors, il sera moins actif, mais il sera aussi moins en danger. Comme on a vu, la variante là, de défense de l'ordinateur était basée sur du E6, D5, gagne un tempo sur le fou, suivi d'un dame D4 échec, C4, attaque le fou. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais même comme ça reste très dangereux. Donc D6, roc, cavalier F6 et dame E1. Vous connaissez maintenant le plan. Dame H4, F5, fou H6, on balance tout et échec et mat. Donc les noirs ont roqué et dame H4. Donc c'est très difficile pour les noirs de savoir quoi faire dans cette position. Moi je me rappelle, j'avais vu une partie jouée juste à côté de moi, je faisais un tournoi à Barcelone et donc je jouais un joueur sensiblement moins fort que moi, peut-être 1900-2000 Elo, et en diagonale de moi, donc il y avait un joueur qui avait le même niveau que moi, donc 2200 à l'époque 50, et, euh, et qui jouait face à un jeune Indien très mal classé, donc 1900. Le jeune Indien a fait ça, et le joueur qui avait donc mon niveau à 2250, c'était horrible parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. Hein, il connaissait ce plan et il le voyait arriver. Mais il n'a rien su faire pour l'empêcher. Parce que c'est pas simple du tout quand on ne connaît pas précisément ce qu'il faut faire là, du point de vue de l'ordinateur. Même quand on voit les coups arriver, parce que on connaît ce plan, on l'a déjà vu. Mais on sait que l'ordinateur dit que ça va, tu te défends. Mais tout d'un coup, comment faire? Est-ce que tu dois trouver du contre-jeu au centre? Est-ce que on doit jouer cavalier D4? Ben non, en fait, cavalier D4, là, il est mauvais. Les blancs peuvent jouer F5. Il va y avoir fou H6, alors plus cavalier G5, certes, mais tour F3, tour H3, et c'est tout aussi fort. Et il n'y a pas vraiment encore de contre-jeu. Le pion arriéré en C2, c'est pas grave du tout parce qu'on peut jouer au pire fou D1, mais on peut même jouer cavalier A3 et le défendre comme ça, et donc il n'y a pas de contre-jeu. Donc c'est vraiment pas évident. Ici, la variante de l'ordinateur, tenez-vous bien, c'est B5, bon ça on comprend. Et sur F5, qu'est-ce qu'il fait cet ordinateur surhumain donc? Il prend F5, encore une fois. Bon, alors qu'on n'a vraiment pas envie.
Sur fou H6, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en H6. Ok, on n'a vraiment pas envie. Sur dame prend H6, il joue roi H8. Bon, ça, on peut comprendre, ouais, tu veux le tour G8. Mais ok, tu veux le tour G8, bah vas-y, joue-le. Cavalier G5, tu fais tour G8. Bah, fourchette et mat. Fourchette et mat, le fameux. Et donc, avant de jouer tour G8, il fait d'abord cavalier E5 pour défendre le pion F7, enfin le mat en F7, et il joue tour G8 après. Donc là, il donne même un petit avantage noir parce qu'il y a un pion de plus. Mais bon, quel joueur humain, même classé 2700, comme l'a été Ivan Cheparinov, va jouer comme ça? Non, c'est injouable. Et donc le pauvre Cheparinov, il s'est dit, bon bah ok, de toute façon, il faut que je joue le contre-jeu, je fais C4. Ce qui est pas mal en soi. Ça permet de jouer sur cette diagonale. Évidemment, on serait très content d'un des points C4, peut-être même dame B6 échec, intermédiaire, roi H1, cavalier prend E4. Et là, c'est magnifique. Hein, sans pion E4, le pion F4 est juste mal placé parce que là, il n'y a jamais de F5, hein, il y aurait fou prend. Donc ça, c'est une position extraordinaire. Donc C4, c'est pas si bête pour trouver du jeu. Mais ça suffit pas. Les blancs ont joué roi H1, prophylaxie prophylactique contre un futur dame B6 échec. Il y a eu ses points D3. Ses points D3. Oui, c'est la partie, pardon, j'ai un peu bugué l'espace d'un instant. Fou G4, cavalier C3, coup de développement. Fou prend F3. Et donc là, tour prend F3 est très tentant. Ça a d'ailleurs été joué par un autre joueur à 2600, le grand maître Stevich, qui a gagné une partie comme ça. La partie s'est poursuivie par cavalier D4, tour H3, cavalier prend E2, cavalier prend E2, donc c'est un peu le problème, on n'a plus le fou en attaque. Et ici, les noirs ont tenté H5 un peu désespéré, et ça s'est mal passé, et les blancs ont fini par gagner. Mais, ok, encore plus fort que tour prend F3, c'est fou prend F3. Ça n'a pas l'air évident. Mais en fait, toute l'idée, c'est que le fou se replace en D1, et de D1, il va pouvoir aller en B3. Après F5, F prend G6, ça va bien contribuer à l'attaque. Et on aura toujours tour F3 et tour H3. Et les pièces noires, on ne sait pas très bien où les placer, que faire avec. Donc là, le pauvre Cheparinov, même si encore une fois, il voit les coups des blancs, hein, et c'est le problème de ces attaques. Attaque du Grand Prix, etc. Attaque 150 aussi, c'est un peu, un une ouverture cousine de ce qu'on a vu là contre la moderne. Toutes ces attaques, on connaît très bien le plan des blancs, on le voit arriver, mais avec les noirs, on ne sait pas toujours comment réagir. Donc là, il a tenté dame A6, attaque D3, mais bon, tour F3, de toute façon, c'était mon plan. Tour C8 pour essayer de trouver du contre-jeu et puis potentiellement pouvoir, comme j'avais fait là, pouvoir bouger le fou en cas de fou H6. Mais tour H3, bon, ça commence à chauffer. Dieu E5 pour attaquer le cavalier sur pion prend E5. Cavalier E4, ça peut arriver pour se débarrasser du cavalier F6 et venir prendre le pion H7. Donc il y a eu, et puis évidemment F5 et fou G5 ou fou H6. Hein, ça, c'est toujours au menu. Donc il y a eu H5, F5 maintenant. Cavalier E5, profil fait doucement la case E5, mais c'est une bien maigre compensation. Donc il y a eu fou G5 maintenant, simple coup de développement, roi F8, prise, et donc l'avantage d'avoir gardé le fou de case blanche, il a joué fou B3 maintenant, Luke McShane, et sur cavalier prend D3, tour F3, les noirs ont déjà abandonné, alors c'est peut-être même limite frustrant parce que on aurait préféré attendre un coup ou deux et puis bien comprendre l'attaque de mat, mais c'est juste imparable. Je vous ai mis une variante sur cavalier E5, on prend F6. Évidemment, là, on n'hésite pas. Schlack, tour prend F6, pion prend F6, dame prend F6. C'est horrible. On voit l'action du fou qui empêche le roi d'aller en G8 sur cavalier 7, dame prend 7 mat. Donc roi 8 est forcé. On fait un petit échec sur roi D8. On peut jouer tour D1, il n'y a aucun souci, ça gagne, mais même plus fort, plus direct, c'est cavalier D5, menace dame E7, échec et mat, et sur tour C7, préparer la menace, c'est dame G8, roi D7, dame G7, pas dame F7, il y a le cavalier, mais dame G7, et on va prendre en C7 au prochain coup, et le mat ne va pas tarder. Donc voilà, c'est la fin de cette quatrième partie. Je vous remets l'annonce
de mon stage, 8 et 9 juillet, en plein cœur de Paris, limité à 10 premières inscrites. On fera de la tactique des ouvertures, la stratégie des finales. C'est vraiment un menu complet. C'est pour tous les niveaux. Il y aura à chaque fois, pour chaque catégorie, il y aura une partie cours, une partie exercice, une partie collective, une partie individuelle. Enfin, ça sera vraiment complet. Je pense que ça fait beaucoup progresser en un seul week-end. En tout cas, c'est vraiment le but de ce stage en plein cœur de Paris, dans une salle, je le répète, vraiment très belle. Je remercie très chaleureusement ceux qui me la louent. Bref, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. Je vous remercie de laisser un petit like ou un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!